Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la réglementation thermique des bâtiments existants lors des projets de rénovation. ArchiUSAR est un logiciel de simulation énergétique et d'analyse environnementale. Il existe en deux versions et propose deux modes d'import. Il intègre un module esquisse qui permet d'estimer les besoins énergétiques en temps réel. Il intègre aussi un module de calcul RT 2012, un module SCV dans le cas de l'expérimentation A+C-, un module pour la réglementation thermique de l'existant, un module pour le dimensionnement des systèmes de chauffage et un dernier module de simulation thermique dynamique. Dans ce qui suit, nous allons rentrer plus dans le détail des deux modes d'import. Le premier mode d'import, import par analyse géométrique en utilisant la version autonome, permet d'importer des fichiers IFC ou SketchUp en opérant de la manière suivante. Les volumes fermés sont détectés, leurs limites définies, ce qui nous permettra de générer un modèle énergétique d'ArchiWizard. Toutefois, il faut retenir que dans ce mode d'import, les propriétés des parois et baies ne sont pas récupérables, uniquement la géométrie l'est. Lors des étapes d'import, des configurations par défaut du bâti sont proposées. Il incombe ensuite à l'utilisateur de modifier cette configuration en fonction des besoins de son projet. Le deuxième type d'import, l'import BIM en utilisant le plugin intégré dans Revit, permet d'enrichir le modèle énergétique d'ArchiWizard en récupérant les informations du modèle Revit, à savoir les propriétés thermiques des matériaux, les compositions des parois, nom et dimension des pièces, localisation du projet. En plus, ce mode d'import permet d'alimenter le modèle Revit. En premier lieu, en affichant les résultats de calcul d'ArchiWizard, à l'instar de déperditions thermiques et cartes d'éclairage. En deuxième lieu, en synchronisant par exemple les compositions de parois, noms de pièces modifiées ou ajoutées sur ArchiWizard avec Revit. Dans ce chapitre, nous allons présenter le dispositif général de la réglementation thermique des bâtiments existants. La réglementation thermique des bâtiments existants s'applique aux bâtiments résidentiels et tertiaires existants, à l'occasion de travaux de rénovation. L'objectif général de cette réglementation est d'assurer une amélioration significative de la performance énergétique d'un bâtiment existant. Les mesures réglementaires sont différentes selon l'importance des travaux entrepris par le maître d'ouvrage. On retrouve la rénovation dite globale et la rénovation par élément. Pour la rénovation dite globale, la réglementation thermique globale s'applique aux bâtiments résidentiels et tertiaires respectant simultanément les trois conditions suivantes. La surface hors œuvre nette Shawn est supérieure à 1000 m². La date d'achèvement du bâtiment est postérieure au 1er janvier 1948. Le coût des travaux de rénovation thermique décidé par le maître d'ouvrage est supérieur à 25% de la valeur hors foncier du bâtiment. L'arrêté du 13 juin 2008 relative à la performance énergétique des bâtiments existants définit les exigences réglementaires applicables et le niveau de performance à atteindre pour la RT globale. Comme l'exemple ci-dessous, où on présente quelques exemples d'exigences minimales d'isolation thermique. Par exemple, pour un mur en contact avec l'extérieur, le coefficient U maximal est de 0,45. Les exigences réglementaires relatives à la performance thermique du bâtiment rénové doivent être justifiées par un calcul réglementaire à l'aide d'un logiciel équipé du moteur THCE existant. Ces exigences réglementaires à respecter sont, en premier lieu, l'évaluation de l'état initial du bâtiment. La consommation d'énergie initiale du bâtiment est estimée par le calcul. Celle-ci permet d'orienter les choix de rénovation et d'estimer l'économie d'énergie réalisée par rapport à la situation antérieure. En deuxième lieu, l'économie d'énergie. La consommation globale d'énergie du bâtiment, en kWh d'énergie primaire par mètre carré, pour les postes de chauffage, de chaude sanitaire, de refroidissement, des auxiliaires ainsi que d'éclairage, doit être inférieure à la consommation de référence de ce bâtiment. En troisième lieu, le confort d'été. La température intérieure conventionnelle, ou bien la TIC, atteinte en été doit être inférieure à une température de référence. En quatrième lieu, les garde-fous. Des performances minimales sont requises pour une série de composants, par exemple l'isolation, la ventilation, le système de chauffage, lorsque ceux-ci sont modifiés par les travaux de rénovation. On passe maintenant à la rénovation par élément.
La réglementation thermique par élément s'applique aux bâtiments résidentiels et tertiaires aussi, qui ne sont pas soumis à la RT existant globale. L'arrêté du 22 mars 2017, modifiant l'arrêté du 3 mai 2007, relative aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants s'applique. Lorsqu'un maître d'ouvrage décide de remplacer ou d'installer un élément du bâti, il doit installer des produits de performance supérieurs aux caractéristiques minimales mentionnées dans l'arrêté du 22 mars 2017. Il faut retenir qu'il n'y a pas d'obligation de calcul réglementaire quand on est soumis à la rénovation par élément. Aussi, dans le cas des extensions, les exigences réglementaires sont proportionnées au type d'extension et à son usage, que ce soit pour une maison individuelle ou autre bâtiment. Pour les extensions pour les maisons individuelles, la SRT, ou bien la surface au sens de la réglementation thermique, si elle est inférieure à 50 m², c'est la RT existant par élément qui s'applique. Si la SRT est supérieure à 50 m², donc c'est la RT 2012 qui s'applique. Dans le cadre d'extension d'autres bâtiments, si la SRT est inférieure à 50 m², donc la RT existant par élément s'applique. Si la SRT elle est comprise entre 50 et 150 m² et que la SRT de l'extension est inférieure à 30% de la SRT de la partie existante du bâtiment, c'est la RT existant par élément qui s'applique. Dans les autres cas, c'est la RT 2012 qui s'applique. Nous allons maintenant passer à la partie démonstration. Pour cette démonstration, nous allons utiliser ce modèle qui représente un projet de rénovation d'un bâtiment de logement collectif. L'interface d'Archivisor est interactive. Il est possible de paramétrer son projet directement via l'interface ou en utilisant les fonctionnalités du bandeau d'Archivisor. Le bandeau d'Archivisor contient les menus et outils nécessaires au paramétrage du projet. On retrouve donc le menu projet où on a accès au gestionnaire de variantes. Le menu modèle donne accès au paramétrage du modèle, du bâtiment et de son environnement. La fenêtre Héliodan permet de définir le fichier météo et ainsi la localisation du projet. Au niveau de l'environnement, la fenêtre Sol permet de modeler le sol et de définir les propriétés thermiques de ce dernier. Au niveau des objets extérieurs, on peut également définir les propriétés thermiques et optiques. La fenêtre Bâtiment, qui contient la liste de toutes les pièces du projet et qui sont toutes définies dans une zone ou plusieurs zones, permet de définir les pièces qui sont régulées en température et celles qui ne le sont pas. Également, on a accès au gestionnaire, au configurateur de zone qui permet d'ajouter une zone et de spécifier l'usage. Aussi, au niveau de la fenêtre bâtie, il est possible de définir l'inertie thermique du bâtiment, la classe d'inertie, et aussi de définir la méthode de calcul. Également, pour paramétrer le bâti, on utilise le configurateur de parois. Ici, on retrouve la liste de toutes les parois qui sont liées à une composition. Si on veut créer notre propre composition, c'est au niveau de l'onglet composition qu'il faut le faire, ensuite l'affecter aux parois. On a également le configurateur de baies, on retrouve la liste de toutes les baies. Ici, une composition classique par défaut a été appliquée, comme on peut le voir ici sur les compositions. Vous pouvez également créer votre propre composition en choisissant votre vitrage, opaque, protection et cadre et l'appliquer. On a également le configurateur de pont thermique. Donc à ce niveau-là, on peut modifier les valeurs des psi des ponts thermiques, ajouter des linéaires et consulter la valeur des ponts thermiques. On a également la fenêtre revêtement et objets. Cette fenêtre permet de définir les propriétés lumineuses et propriétés énergétiques des revêtements, également d'afficher ou de masquer des objets.
On a également la fenêtre équipement qui sert à définir les équipements principalement pour le calcul du moteur esquisse et STD. Et on a également la notion d'objets liés qui sont liés au bâtiment. Donc on pourra définir leurs propriétés. Dans le menu Outils, on retrouve les outils solaires et d'éclairage, comme les cartes d'éclairage par exemple ou l'imagerie solaire. On retrouve également le module ART 2012 sur le bandeau haut, le module ACV, le module ART existant, EN 1831, le module STD, l'interface des résultats, aussi l'interface pour la production de rapports et le gestionnaire de bibliothèque, comme on peut le voir ici. Également, on a un bandeau gauche rétractable qui permet de paramétrer les options d'affichage, d'enregistrer le projet ou de sélectionner le mode de sélection. Un calcul en temps réel est appliqué au modèle énergétique d'Archivisa. On peut voir certains résultats et indicateurs sur le bandeau bas. On peut voir ici les besoins énergétiques de chauffage, refroidissement, éclairage, ECS et puis ventilation. Le paramétrage du modèle énergétique permet également d'alimenter tous les modules de calcul et de simulation, comme le module ART 2012. Revenons au menu Projet où on retrouve le gestionnaire de variantes. Le gestionnaire de variantes est nécessaire pour pouvoir faire des études réglementaires pour les bâtiments existants, puisque la méthode requiert la comparaison des performances entre un état initial, un état projet et un état de référence. Il permet aussi de comparer les résultats de plusieurs variantes d'un même projet et facilite le travail sur un projet de conception ou de rénovation en enregistrant les étapes d'optimisation. Le principe de fonctionnement est assez simple. Une variante correspond à un état enregistré du projet, c'est-à-dire qu'on enregistre tout le paramétrage du projet, ainsi que tous les résultats obtenus. Pour le gestionnaire de variantes, on retrouve deux parties. Une première qui représente les options d'enregistrement, comme on peut le voir ici. Pour enregistrer une variante, il suffit de cliquer sur Enregistrer depuis le bandeau gauche rétractable ou utiliser le raccourci CTRL-S. Ensuite, depuis la fenêtre de dialogue, on peut éditer le nom de la variante. On a également la partie Liste des variantes, où chaque ligne de variante représente une variante. On a des informations comme le nom, la date, le type de calcul lancé, et également une description qui peut être éditée au niveau du champ description. Pour chaque variante, il est possible de la charger, de la renommer, de la dupliquer, de la supprimer et également d'afficher ses résultats depuis l'interface de résultats. Il est également possible d'accéder au répertoire de la variante. Aussi, on a certaines informations concernant les variantes, qu'on peut le voir ici. Pour ce projet-là, j'ai créé trois variantes. Donc, une première qui représente un état initial d'un bâtiment ancien, une deuxième où les équipements ont été remplacés avec des équipements plus performants, et une troisième où les équipements ont été remplacés et une isolation thermique par l'extérieur a été ajoutée, et aussi les menuiseries ont été remplacées. Le paramétrage de l'état actuel permettra d'alimenter les données d'entrée du module ART existant. On retrouve 4 onglets. L'onglet ART existant pour le paramétrage du bâtiment et des équipements. Un onglet rapport pour les données administratives, exigence de moyens. Un onglet calcul et un onglet options pour l'affichage. Pour le premier onglet, on retrouve la structure de la réglementation thermique de l'existant qui a été automatiquement actualisée. On peut voir les espaces tampons et l'arborescence des éléments. Pour la saisie des équipements, on peut le faire de deux manières, soit en faisant glisser-déposer les équipements depuis la bibliothèque, comme on peut le voir ici,
On peut également, via des clics droits au niveau des éléments de l'arborescence, ajouter des équipements. Pour ce projet-là, pour l'état initial, les systèmes énergétiques qui ont été adoptés sont les suivants. Pour la ventilation, on a un extracteur, donc VMC simple flux, comme on peut le voir. Pour le chauffage, on a une chaudière gaz en instantané avec son émetteur. Et pour l'ECS, on est sur de l'ECS individuel avec un accumulateur gaz avec son stockage. Donc si on veut saisir la même chose, il suffit d'ajouter en premier lieu une génération au niveau de l'élément projet, comme suit. Au niveau du bâtiment, il y a possibilité d'ajouter du photovoltaïque, mais ça n'existe pas sur mon projet. On ajoute au niveau de la zone donc une CTA ou une VMC et puis un réseau ECS, donc on ajoute les deux. Au niveau du groupe, on ajoute un système de reprise ou de soufflage et une émission. Ensuite, au niveau de la génération, on ajoute deux générateurs. Donc le premier pour le chauffage et le deuxième, c'est un accumulateur gaz. Donc pour l'accumulateur gaz, il faut également ajouter son ballon de stockage. Également pour l'émission, on pourra ajouter son réseau groupe. Ainsi. Pour le paramétrage des éléments du bâtiment, on retrouve au niveau du projet certaines données qui ont été reprises du modèle énergétique d'Archivisa et certaines données qui sont à saisir, qui sont propres au calcul réglementaire, comme par exemple le type de calcul. On retrouve au calcul de projet d'état initial de référence. Pour notre cas, on est en état initial. Pour l'élément bâtiment, les données sont tirées du modèle énergétique. Pour l'élément aussi zone, donc on retrouve aussi quelques données reprises du modèle énergétique et d'autres qui sont à saisir. Même chose au niveau du groupe, comme par exemple la catégorie, donc CE1 ou CE2, la notion de surface CHAB, etc., etc. On retrouve également toutes les parois du projet. On peut bien évidemment forcer certaines valeurs depuis les fenêtres RT existants. On peut bien évidemment remettre le lien pour revenir sur la valeur du modèle énergétique d'Archivisa. Même chose pour les linéaires. L'éclairage est calculé automatiquement. Aussi pour les baies, même chose. On retrouve tous les paramètres du modèle Archivisa. Certains qui sont à saisir aussi. Pour la saisie des équipements, donc pour notre extracteur ou la VMC simple flux, on peut nommer cet extracteur-là. Désignation, on peut désigner le système, changer ou pas, et définir le type. Donc simple flux, double flux DAC, DAV, etc. On spécifie aussi un système donc, de reprise soufflage. Donc il y a tout cela à paramétrer. Il ne faut pas oublier de lier à la CTR ou à l'extracteur, comme ça. Et on peut voir qu'il est bien lié ici. Pour le système de chauffage, on est parti sur chaudière gaz, donc en instantané. Au niveau de la génération, donc il y a certains paramètres à définir, comme l'emplacement de la génération, etc. Au niveau du générateur, donc il faut mentionner que le générateur est maintenu parce qu'on est dans un état initial et non en état de projet, on a changé cette chaudière, l'année de mise en service et surtout le type de générateur. Ici, on retrouve une liste de tous les générateurs proposés donc, par les RT existants. Il suffit de choisir ce qu'on veut saisir et de définir ses paramètres et ses performances. On a aussi ajouté donc, une émission qui est un radiateur et on a paramétré tout cela aussi. Pour le réseau groupe, il faut paramétrer donc, le réseau et spécifier le lien vers la génération aussi, comme cela. Aussi, donc, pour le CS, la même chose. Donc, on est sur un générateur où on choisit le type chauffe-eau gaz. Et on paramètre tout ça. Ensuite, on ajoute un ballon de stockage, comme on peut le voir ici.
Donc, on ajoute aussi donc, le réseau ECS paramétré et on le lie à la génération. Une fois que tout a été vérifié, que les données du calcul ont été complétées, il suffit de compléter les données administratives et de valider les exigences de moyens au niveau du rapport, et puis de lancer un calcul RT existant. Une fois que le calcul aboutit à un résultat, on peut écraser une variante ou créer une autre. On retrouve ici le résultat dans l'interface de résultat. On est à un CEP de 221,3. Sur l'interface, sur la partie gauche haute, on retrouve la liste de toutes les variantes du projet. Sur la partie gauche basse, on retrouve également donc la liste de tous les résultats par variante. Et au niveau de l'affichage central, on retrouve l'affichage de ces résultats-là. Bien évidemment, on peut subdiviser cet affichage-là en plusieurs écrans d'affichage, comme ceci, en utilisant les boutons qui sont sur le bandeau haut de l'interface de résultats. Et ainsi, on peut comparer nos résultats de calcul. Donc, on peut bien voir nos trois variantes de calcul. Un élément important donc, pour la validation réglementaire RT existant est de définir l'état initial qui sera pris en compte pour cette validation. Quand on commence nos études, il est possible d'avoir plusieurs états initiaux donc, dans un même projet. Donc, il suffit de mentionner qui est celui qui va être considéré comme un état initial en le définissant au niveau du gestionnaire de variantes, comme suit. On peut voir l'icône qui est représentative d'un état initial. Donc comme ça, les états de projet seront comparés à cet état initial, qui est une exigence réglementaire à vérifier. Donc ici, on retrouve donc ma première variante de projet où j'ai gardé le même type d'équipement, j'ai seulement donc amélioré leur performance, comme on peut le voir sur cette variante. La deuxième variante de projet, c'est qu'en plus d'améliorer les performances des équipements, j'ai ajouté de l'isolation par l'extérieur au niveau des murs extérieurs et aussi j'ai remplacé les menuiseries. Donc nous allons à présent voir les résultats de cette variante-là et l'exploiter pleinement. Donc sur l'interface des résultats, il suffit de sélectionner donc, la première variante où j'ai remplacé les équipements. Donc comme information générale, on peut retrouver des informations de projet, par exemple département, latitude, etc. et des données du bâtiment. On voit que le CEP est de 194,3 et celui de référence est de 92, donc je suis au-dessus du CEP référence, et un CEP max qui est représentatif des postes ECS, chauffage et refroidissement uniquement pour les logements. Donc pour les exigences de performance énergétique, il y en a 5 ici. Le premier est que l'état projet doit être, le CEP de l'état projet doit être inférieur à un CEP initial, donc celui qu'on vient de définir sur le gestionnaire de variante. Le CEP du projet doit être aussi inférieur à un CEP de référence. Ce n'est pas le cas ici pour cette variante-là, donc on est non conforme. Et le CEP du chauffage, refroidissement et ECS doit être inférieur à un CEP max, encore une fois uniquement pour les logements. Je dois vérifier les exigences minimales. Ça se passe au niveau de l'onglet rapport sur le module RT existant. Et la TIC doit être inférieure à une TIC de référence. On peut aussi voir le CEP par poste dans ce diagramme en secteur. Et aussi pour ce diagramme à bâton. Donc on peut comparer donc, le CEP initial, le CEP projet et le CEP référence avec les consommations par poste. À la fin, on a également l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie. On peut retrouver les consommations annuelles par énergie. Donc pour le total en énergie primaire, pour cette variante, on est à 194,3 et en énergie finale, on est à 183,8. On peut également avoir les étiquettes donc énergétiques et aussi de gaz d'émissions de gaz à effet de serre.
Passons maintenant à la deuxième variante, où on a encore ajouté de l'isolation et modifié les menuiseries. Donc, pour cette fois, le CEP est de 67,3 et il est inférieur donc, au CEP de référence. Si on détaille encore plus, donc on valide toutes les exigences de performance énergétique. On est inférieur au CEP initial, au CEP référence, la TIC est valide, etc., etc. Pour le CEP par poste, on peut voir la répartition donc, des consommations. Et ici, on peut les comparer avec l'état initial et l'état de référence. Également pour l'étude de faisabilité, donc on a le total en énergie primaire et le total en énergie finale. Et on a aussi donc l'étiquette énergétique et l'étiquette d'émission de gaz à effet de serre. Je vous remercie pour votre écoute et pour le temps consacré, et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions.